Bonjour Emilia Roig. Bonjour Barbara Jean-Élie. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Emilia, on va faire une émission un peu spéciale parce qu'on a tellement de choses à se dire que je vous propose qu'on la fasse en 2 temps. Parce qu'on va parler de vos ouvrages et notamment du dernier, le dernier qui s'appelle L'envers du monde, défaire les dominations, repenser la justice. Mais avant, on voudrait savoir un peu plus qui vous êtes. Donc, épisode 1, c'est parti. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Emilia? Oui, donc je m'appelle Emilia Roig, je vis en Allemagne depuis une vingtaine d'années. Je suis originaire de France, donc je suis née et j'ai grandi en région parisienne. Ma mère est martiniquaise, mon père est d'origine juive séfarade, donc d'Algérie. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc j'écris des livres, c'est ma principale occupation et tout ce qui se passe autour du livre, c'est-à-dire voilà, après en parler, les présenter, partir en tournée. Et sachant que la plupart des livres sont des livres aussi assez engagés politiquement, voilà, je vais avoir une participation importante dans le discours politique en Allemagne. Et voilà, c'est ce qui anime mes journées et ma vie en ce moment. Vous vivez à Berlin depuis quelque temps, depuis 21 ans, donc vous êtes allemande. Vous êtes une Française qui vivait en Allemagne. Alors, j'ai maintenant passé la moitié de ma vie en France et la moitié de ma vie en Allemagne. Non, plus de la moitié de ma vie en Allemagne, puisque j'ai vécu aussi, voilà, j'ai vécu aussi pendant 3 ans dans différents pays d'Afrique et En d'Asie, Tanzanie, et voilà, Tanzanie, Kenya, Cambodge. Oui. Et donc, je suis allemande. Alors, j'ai pas la nationalité allemande. J'ai jamais fait les démarches parce que la bureaucratie allemande, voilà, j'ai Vous un êtes peu européenne? Voilà, je suis européenne, je suis aussi beaucoup de choses d'autres, mais je rejette aussi un petit peu ces catégories. Je reconnais évidemment qu'en ayant un passeport français, j'ai énormément de privilèges qui s'accompagnent justement de ce bout de papier. Et je suis quand même assez ancrée, en effet, dans le territoire allemand, dans la culture allemande, dans les discours politiques allemands, même beaucoup plus qu'en France. C'est ce que je vois, puisque ce livre dont vous parlez, L'envers du monde, c'est pas le dernier livre, en fait, c'est mon premier livre qui est écrit en allemand et qui a été traduit en français. Donc, c'est la première fois que maintenant je commence à parler de toutes ces thématiques dans un contexte francophone. Oui. Et je me rends compte, oui, à quel point. Mais pour nous, c'est le premier. Oui, voilà. Il est en français. En français, c'est le premier, en effet. Et alors, c'est quoi votre rapport à la Martinique? Votre mère, ok, martiniquaise, mais donc, vous avez vécu, enfin, grandi en France? Oui, j'ai grandi en France. Ma mère est martiniquaise et elle nous a beaucoup transmis. De son mieux, en fait, la culture martiniquaise et mes grands-parents aussi, donc mes 2 grands-parents qui ont vécu en Martinique pendant pratiquement toute leur vie. En fin de vie, ils ont dû être déplacés, déracinés de Martinique pour aller en France, faute de structure pour les personnes âgées, dans leur cas ici. Et voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps en Martinique en tant qu'enfant. On venait voilà, presque tous les ans, tous les 2 ans. Donc ça a beaucoup marqué mon enfance. Et puis après, en grandissant toujours autant, voilà, avec mon fils. Donc j'ai un fils de 11 ans qui est venu aussi dans les petites années. Après, il y a eu le Covid, donc ça a été un peu plus compliqué. Mais j'ai un attachement très fort. Qu'est-ce que ça représente? Au-delà de dire ma mère est martiniquaise, qu'est-ce que ça représente fondamentalement pour vous? Dans la constitution de votre identité, vous êtes berlinoise, européenne, quelqu'un qui avait vécu ailleurs. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que vous revendiquez de Martiniquais, finalement? Moi, la Martinique, c'est mon attachement à mes racines, à mon identité noire. Donc, étant une personne métisse en Europe et surtout métisse en Allemagne, sachant qu'il n'y a pas la catégorie de métisse en Allemagne. Donc, en fait, en Allemagne, je suis noire. Ce qui peut être un peu déroutant pour un contexte martiniquais où le colorisme est très enraciné. Mais donc, du coup, c'est un attachement avec toute une partie de mon identité qui a été beaucoup dévalorisée, qui est empreinte de beaucoup d'infériorité construite, c'est-à-dire de stéréotypes. Pardon? De stéréotypes. De stéréotypes, mais surtout voilà, une partie de mon identité que j'ai dû constamment en fait défendre. Où je me suis rendu compte que c'était une partie, voilà, cette identité noire, c'était une identité à défendre parce qu'elle était constamment attaquée, ou constamment, enfin parfois de manière très implicite, mais toujours rabaissée ou alors mise de côté, ou alors au mieux aussi dans un contexte républicain, universaliste, où on va prétendre que la race n'existe pas, que les couleurs de peau ne jouent aucun rôle, alors qu'en fait, évidemment, la matérialité de la couleur de peau, elle est très brutale dans un contexte français, on le voit tous les jours. Et même dans votre famille, d'ailleurs. Dans ma famille, votre évidemment. Votre grand-père était raciste. Oui, mon grand-père était raciste. J'ai une famille, oui, profondément raciste. Mais c'est pas juste ma famille, en fait. Je pense que la plupart des familles sont profondément racistes. C'est juste qu'on le normalise. On normalise le racisme, on normalise le fait qu'il y ait ces hiérarchies qui soient constamment activées.
Et donc, voilà. Et puis, le couple de mes parents m'a amené à poser ces questions. Et c'est pour ça que la Martinique était très importante pour moi, tout en sachant aussi que c'était pas un territoire, bon, en tant que métisse ici en Martinique, qui n'a jamais vécu en Martinique totalement. En plus, venant d'une famille où le créole avait été interdit. Donc, moi, j'ai pas appris le créole. Ma mère ne m'a pas parlé créole. Elle ne parle pas créole, elle le comprend totalement, mais je veux dire, c'était une langue qui a été interdite pour des raisons purement racistes. Donc, je sens aussi que j'ai pas une appartenance totale, mais ça fait partie aussi de mon identité hybride, c'est-à-dire que c'est pareil aussi pour d'autres aspects de mon identité, où voilà, vivant en Allemagne, étant française, étant métisse, il y a toujours, pareil, le côté juif de mon père, un ancrage qui n'est jamais total en fait. Donc, c'est aussi pour moi, une manière de... Je pense que c'est l'ancrage le plus total que je vais avoir grâce à mes grands-parents et avec cette culture justement très uniforme en fait. C'est-à-dire que voilà, ils étaient très ancrés ici, et c'était ce qui me restait. Et maintenant, ça disparaît puisque mes grands-parents, ma grand-mère est décédée l'année dernière et mon grand-père est très âgé et ne vit plus en Martinique. Donc, c'est aussi une manière pour moi de revenir ici, de renouer avec ça et de me dire que ça ne meurt pas non plus seulement avec eux et qu'il y a d'autres manières aussi de cultiver cet attachement. Et alors, vous disiez donc L'envers du monde, donc c'est votre premier livre, donc, mais traduit en français. Donc, vous en avez écrit 3 autres. Alors, je vais m'essayer à l'allemand. Vous m'avez formé très vite avant l'émission. Das Ende der Ehe. Alors, Das Ende der Ehe, la fin Das du mariage. Ende der Ehe, la fin du mariage. Lieben. Lieben, aimer. Aimer. Et Liebe Sohn, so rettest du die Welt. Oui, ça, cher pas mal fils, dit. c'est très bien. Alors Lieber Sohn, so rettest du die Welt. Donc, c'est une lettre à mon fils, en fait, avec un titre un petit peu ironique ou alors pompeux. Voilà, c'est comme ça que tu sauves le monde. Et en fait, c'est quoi? Donc, parlez-nous. En fait, c'est une lettre... c'est rédigé sous forme de lettres et ça parle beaucoup donc, de sujets différents, mais en fait, c'était pour moi une manière d'expliquer, en fait, de me connecter en fait avec une vision du monde que j'aimerais cultiver et que beaucoup de personnes aussi aimeraient cultiver. Et qu'est-ce qui nous a mené en fait à la crise, à la multicrise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, je parle beaucoup de questions de connexion, de soins, de mode de gouvernance. Donc, je parle beaucoup aussi de liens, enfin de tout ce qui est écologie indigène, comme on pourrait dire, indigenous ecologies, par exemple. Voilà, c'est difficile de le mettre en mots, je me rends compte, en fait. À chaque fois, c'est un tout petit livre, mais voilà, avec beaucoup de vision, avec un aspect aussi assez spirituel, je dirais. Et voilà, où je remets en cause totalement la société dans laquelle on vit. C'est une grosse critique du capitalisme aussi. Voilà. Et alors, s'aimer aimer, plutôt lieben. Donc, aimer, en fait, c'est un livre qui essaie de redéfinir, parce que ça faisait partie d'une série, donc c'est pas moi qui avais choisi le titre, mais c'était redéfinir l'action d'aimer, parce que très souvent, on réduit le verbe aimer à une relation romantique, monogame, et on va faire abstraction de tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire de tout l'amour qu'il y a dans la société, qu'il y a tout autour de nous, qui se trouve pas seulement dans cette relation à deux, mais aussi voilà, dans notre lien à la nature, dans notre lien avec les autres espèces. Donc, je parle aussi beaucoup de spécisme. C'est un thème qui revient pas mal dans mon travail. Et principalement aussi cultiver les liens donc de communauté, les liens d'entraide, essayer de voir à quel point ces liens ont été endommagés par un système capitaliste qui se repose beaucoup sur l'individualisme, sur la concurrence, sur le manque de ces liens justement pour pouvoir mieux maintenir un état dans lequel, enfin un système dans lequel la peur de manquer, la peur de ne pas être assez bien, la peur de ne pas survivre en fait prévaut. Et enfin, donc Das Ende der Ehe. Donc Das Ende der Ehe, donc la fin du mariage pour une révolution de l'amour, c'est le sous-titre. C'est un livre sur une critique féministe, anti-patriarcale de l'institution du mariage, donc une critique contemporaine, parce que je suis pas du tout la première à avoir critiqué l'institution. Oui, j'ai été mariée, je suis divorcée. Et c'est une critique de cette institution que je considère être un des piliers du patriarcat. Et donc, c'est un livre qui a reçu beaucoup d'attention dans le contexte germanophone, surtout, alors vous voulez abolir le mariage, qu'est-ce que ça veut dire d'abolir le mariage? Vous voulez abolir l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire d'abolir le mariage? Ben voilà, abolir le mariage, en fait, c'est abolir une institution
qui maintient un rapport de force qui est inscrit dans la loi et dans l'économie. C'est-à-dire que le mariage, en tant qu'institution, a très peu à voir avec l'amour, en fait. C'est une institution qui est là pour organiser les rapports de pouvoir, mais aussi organiser le travail qui se fait dans les foyers de manière complètement gratuite et invisible. C'est-à-dire aller chercher les enfants à l'école, les nourrir, faire les courses, faire le ménage, etc. Donc tout ce travail de care, ce travail reproductif, comme on peut l'appeler, est un travail qui est indispensable à la survie de l'économie capitaliste, sans lequel le capitalisme s'effondrerait en quelques jours, en fait. Et du coup, le mariage institutionnalise l'appropriation de ce travail. Alors, c'est une facette de ma critique, donc la critique économique principalement, que j'ai beaucoup emprunté aux féministes matérialistes, principalement aussi en France dans les années 70, 80, etc. Mais aussi une critique de l'hétérosexualité en tant que régime politique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une attirance sexuelle, mais il s'agit d'un régime politique qui est ancré la en nature, fait, quoi. qui est naturalisé, mais surtout qui décrit les rapports en fait entre deux groupes d'humains qui sont définis comme étant complémentaires et totalement opposés et aussi naturalisés. Et qui sont voués à s'attirer, quoi. Qui sont voués à s'attirer, mais qui sont voués l'un à dominer l'autre et l'un à être supérieur à l'autre. Et en fait, cette hiérarchisation et cette supériorité des hommes sur les femmes, cette supériorité de certaines formes d'attirance sur d'autres, la supériorité de tout ce qui est vu comme étant masculin dans la société par rapport à tout ce qui est vu comme étant féminin, en fait, c'est un régime politique. Et voilà, c'est ce dont je parle dans ce livre. La sexualité est politique. Totalement, oui, tout est politique. Et la société particulièrement, surtout quand on vit dans une société patriarcale. Et alors, comment la société, parce que les sociétés allemandes ou françaises, qui sont des sociétés européennes, patriarcales, capitalistes, libérales, est-ce qu'il y a des différences néanmoins entre l'Allemagne et la France? Ah oui, bien sûr, il y a plein de différences. Alors, quand on parle du patriarcat, mais en fait, j'essaie toujours de lier un petit peu, dans une perspective intersectionnelle, les différentes formes de domination. Donc, je parle rarement de patriarcat sans parler du racisme ou du colonialisme. On va parler d'intersectionnalité. On va parler de tout ça, exactement, mais je voulais quand même le mentionner. Donc, il va y avoir des différences. Par exemple, en Allemagne, le culte de la femme aryenne, donc de la mère aryenne qui va être là pour... qui va jouer un rôle très central dans la protection d'une certaine race construite, donc la race aryenne. Alors on va me dire, oui, mais ça c'était il y a longtemps, maintenant voilà, on est bien au-delà du Troisième Reich, et je dirais, on n'en est pas... oui, on a avancé, mais il y a encore beaucoup de restes en fait de cette culture. Donc la femme, la femme qui ne peut pas être séparée de la mère et surtout qui est très dévouée, qui s'occupe de son enfant jusqu'à ses 3 ans avant qu'il aille à l'école. Ou alors à la crèche, etc. Et aussi des institutions très dominées par les hommes, même si on a eu Angela Merkel, mais ça ne veut pas dire, c'est comme quand on a Obama aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'on a surmonté le racisme. Voilà. Donc avec un patriarcat très ancré aussi dans le christianisme, parce que l'Allemagne est un pays très chrétien, protestant, donc il y a aussi beaucoup de catholiques, mais du coup, voilà, avec cette image de la femme et cette image du couple, du mariage, très conservateur, etc. Et en France, sous couvert de... Bon, parce que la France est un pays laïque, mais en même temps, la religion joue un rôle très important. Voilà, on voit très bien que la religion chrétienne reste la religion dominante, qu'on n'est pas du tout un pays sans religion ou séculaire. Mais ça ne se retrouve pas dans les institutions, c'est dans ce sens que c'est laïque, mais au niveau culturel, c'est encore très présent. Et on va voir qu'il y a il va y avoir un patriarcat aussi très ancré dans les institutions, avec quelque chose qui va être très culturel et aussi assez... une culturalisation du patriarcat qui va le rendre plus acceptable. On va rendre les rapports de pouvoir en fait comme quelque chose qui fait partie de la culture méditerranéenne peut-être, etc. Ce qui n'est pas trop présent en fait en Allemagne. Mais je dirais en fait les deux, il y a des différences, mais le patriarcat est aussi ancré dans un pays que dans l'autre. Et alors donc l'envers du monde, défaire les dominations, repenser la justice, et en droite ligne avec les livres
C'était le premier. Oui, 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 totalement. mais oui, très, oui. mais très personnel aussi, d'ailleurs. Oui, oui, tous mes livres ont des aspects personnels, mais pas tout Mm. à fait. Donc, si on se fixe au début du livre, on va penser que tout le livre est personnel. Pas du tout, Pas en du fait. tout. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important de rendre sa place à l'expérience vécue. C'est-à-dire que l'expérience vécue fait partie de l'analyse. Mm. L'expérience vécue n'est pas un élément qui va délégitimer le savoir, qui va délégitimer mon expertise. Et du coup, c'est pour ça que je lis toujours mon expérience personnelle avec ce que je vais analyser. Mhm. Dans l'envers du monde, voilà, ce n'est pas une exception, c'est exactement pareil que dans les autres. Emilia, on va s'arrêter là pour le premier tome de notre rencontre, puisque dans la deuxième partie, on va précisément parler de l'envers du monde, défaire les dominations, repenser la justice. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Merci.